Abdelali Hajjad, vous êtes sociologue, maître de conférences en sciences politiques à l'université Paris-Ouest Nanterre. Vous êtes l'auteur de La marche pour l'égalité et contre le racisme aux éditions Amsterdam. Aujourd'hui, la marche pour l'égalité, c'est un événement qui est assez méconnu ce qu'on appelle jeunes de banlieue ou jeunes issus de l'immigration. Ça s'explique par plusieurs raisons, mais qui sont liées de manière générale à un déficit de transmission de la mémoire et de l'histoire des luttes de l'immigration et des quartiers populaires. Donc par exemple, dans les manuels scolaires de l'éducation nationale, on retrouve très rarement, quasiment pas, d'occurrence de la marche de manière même assez anecdotique, avec une photo, avec un texte, ou même l'affiche de la marche pour l'égalité. Donc du côté de la mémoire nationale, entre guillemets, qui est enregistrée par les manuels, il y a un déficit. Ensuite, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de production de livres, de documentaires, etc. Autour de la marche, puisque dès 1983, on a vu arriver notamment l'agence Immédia, donc l'agence Immédia, Immigration Média, qui a énormément produit de documentaires, essentiellement, mais aussi d'ouvrages notamment de Mogni Sabdallah, qui traitent de cette question. Des acteurs associatifs aussi, qui, à l'occasion de 10 ans, à l'occasion des 20 ans, ont publié soit des livres, donc je pense notamment à Saïd Bouamama, qui avait écrit 10 ans de marche des beurs en 1993-94. Ensuite, voilà. Donc on a d'autres acteurs associatifs, par exemple donc l'association Générique, qui a été fondée en 1987, qui s'est spécialisée dans la mémoire de l'immigration et qui, donc, elle aussi, a mené un travail autour de l'histoire de la marche. Donc il me semble que c'est un événement qui est connu du simple cercle, mais assez restreint, des militants associatifs. Et qu'il n'est pas sorti de cet espace-là. Et du coup, tous les jeunes, entre guillemets, de quartiers populaires, jeunes issus d'immigration, sachant que ce sont deux choses qui peuvent se recouper, mais qui sont pas identiques, la plupart d'entre eux n'ont pas entendu parler de l'événement. J'avais fait une enquête en 2003 dans le quartier des Minguettes. J'avais fait un petit documentaire à l'époque. J'avais diffusé dans une classe du lycée Jacques Brel, Minguettes à Vénissieux. Et la plupart des jeunes qui étaient là et qui habitaient aux Minguettes n'avaient jamais entendu parler. Pourtant, c'était le quartier emblématique de la marche. Il me semble que c'est intéressant de parler de mai 68 des enfants d'immigrés postcoloniaux pour qualifier le moment de la marche pour l'égalité et contre le racisme, parce que il faut avoir une certaine prudence dans la comparaison, mais en même temps ça se réfère en partie à mai 68 du point de vue de ce qu'on peut appeler une crise de consentement. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il y a une libération de la prise de parole, il y a une critique qui émerge de la part de cette catégorie de la population, qui pouvait exister auparavant. Donc il existait notamment dans la région parisienne, dans la région lyonnaise, des mouvements associatifs plus ou moins formels qui portaient la parole des jeunes enfants issus de l'immigration. Mais la marche pour l'égalité, ça va cristalliser des dynamiques locales au niveau national. Et de ce point de vue-là, c'est inédit. C'est la première fois que dans l'histoire de France, cette catégorie de la population fait l'objet d'un discours médiatique, politique positif. Et c'est la première fois que des jeunes en tant que tels, qui sont particulièrement stigmatisés, donc encore aujourd'hui, un jeune de cité d'origine algérienne ou maghrébine, dont certains sont délinquants, etc., ça fait partie des catégories de la population les plus stigmatisées en France. Donc à l'époque, on avait cette catégorie-là qui était aussi stigmatisée, mais qui avait été parvenue à renverser l'image du délinquant, du jeune. Voilà, on ne disait pas encore communautariste à l'époque, mais c'était cette idée de zone de non-droit, etc. Et ça a bouleversé, il me semble, la manière dont les enfants d'immigrés se pensent
sur le territoire français. On peut dire que c'est le moment de la marche qui symboliquement met fin au mythe du retour, donc, qui a bercé des générations d'enfants d'immigrés, puisque au bout du compte, l'objectif c'est de dire on est chez nous. Et donc avec tout ce qui va avec, en termes de droits sociaux, en termes d'égalité, de justice, etc. Et en ce sens-là, la comparaison avec mai 68, elle est intéressante, parce que mai 68, ça correspond à une crise d'allégeance par rapport au pouvoir établi, que ce soit l'école, que ce soit la police, etc. Et là aussi, on a cette idée de crise, de consentement, une forme de domination. En gros, on ne veut plus subir le sort que la police, que la justice, que la société en général nous réserve. Donc ça a permis un foisonnement, du coup, culturel. Donc c'est toute la mode beurre, entre guillemets, qui est apparue à ce moment-là. Et d'un point de vue musical, d'un point de vue cinématographique, d'un point de vue même littéraire, etc. Et politique, parce que ça a été un moment de socialisation politique fort, comme pour mai 68, pour ce qui concerne les militants de gauche et d'extrême gauche, qui a été un événement important. Donc la marche a eu un rôle assez équivalent du point de vue de la socialisation politique de militants antiracistes, qu'ils soient de l'immigration ou pas. Dès le début du traitement médiatique de la marche pour l'égalité, mais aussi immédiatement après, on a vu apparaître une opposition entre des beurs laïcs, représentés par les marcheurs, et des musulmans fondamentalistes ou intégristes. Le terme islamiste à l'époque n'était pas encore utilisé. Il a été popularisé par Gilles Kepel un peu plus tard. Donc cette opposition, elle est présente dans le traitement médiatique, avec cette idée que les marcheurs, finalement, ils n'ont aucune dimension religieuse dans leur engagement, qu'ils vont s'assimiler, s'intégrer, etc. Et cette opposition apparaît à ce moment-là, notamment dans l'opposition qui est faite entre les beurs laïcs, entre guillemets, et les travailleurs immigrés. Puisqu'au même moment, entre 81 et 84, des ouvriers de Citroën Honnay, de Talbot-Poissy se mobilisent, des grèves dures sur la question des licenciements, des conditions de travail, etc. Et à un moment donné, le gouvernement socialiste va, entre guillemets, lâcher les travailleurs licenciés et adopter un discours de disqualification des travailleurs immigrés en disant qu'il s'agit de grèves intégristes, de grèves chiites, etc. Et cette disqualification des travailleurs immigrés va de pair avec une habilitation, donc un discours très positif à l'égard des enfants. Donc c'est construit parmi les élites médiatiques, politiques, essentiellement de gauche, puisque c'était essentiellement ce type de discours qui apparaissait à gauche, que au bout du compte, si les travailleurs immigrés sont religieux, voire intégristes à la limite, c'est normal, parce qu'ils sont socialisés dans leur pays, leur présence ici est temporaire, mais que heureusement, entre guillemets, les enfants, eux, s'assimilent, etc. Donc c'était une vision de cette dichotomie, cette vision caricaturale de la réalité est en décalage avec les trajectoires, avec les attentes des enfants d'immigrés. Certes, il n'y avait pas de revendications religieuses pendant la marche pour l'égalité. Il y avait des revendications qui relevaient d'abord de la question de la police-justice, le fait d'un traitement égal entre la police et la justice pour les enfants des quartiers populaires, et notamment gens issus d'immigration, le droit au travail, donc ça fait partie des revendications principales, et la question du droit au logement, donc contre les discriminations dans l'attribution de logements sociaux notamment. Donc il n'y a pas de revendication religieuse. Par contre, il y a plusieurs moments où cette dimension, la question de l'islam apparaît. Donc, il y a notamment l'occasion d'une marche à Creil, donc dans l'Oise. Il y a une discussion entre un des marcheurs, donc, qui s'appelle Farouk Sekai, qui est un des membres de SOS Avenir Minguette, et Jack Lang, qui était ministre de la Culture. Et donc dans la discussion qu'il y a entre eux, à un moment donné, Farouk Sekai pose la question au ministre en lui disant « Est-ce que vous avez un pouvoir par rapport aux mosquées ?» Donc Jack Lang est un peu étonné. Et puis il lui dit « bah, vous savez que nos parents, ils ont des difficultés pour trouver des lieux de culte. Or, une mosquée, ça a droit à autant de dignité qu'une église ou qu'une synagogue. » Et donc voilà, donc cette préoccupation-là, elle est présente chez les marcheurs,
Notamment parce qu'en 1982, il y a eu un attentat contre la mosquée de Romans, dans l'Isère, qui a fait grand bruit dans la région Rhône-Alpes, dont M. Lang ne se souvenait pas, parce que lorsqu'il en parle, il dit qu'il ne connaissait pas cet événement. Autre élément aussi important, c'est la question du ramadan. C'est-à-dire que lorsque Toumi Djadja se prend la balle au mois de juin, c'était en plein ramadan. Et donc il sortait du ftor quand il s'est pris la balle. Et donc il y a une dimension de construction d'une fraternité, d'une solidarité qui peut avoir aussi une dimension religieuse qui était remise en cause par les actes policiers. Donc la quiétude qui existait à ce moment-là, la dimension assez pacifiée des relations pendant le ramadan était remise en cause par l'intervention policière. Donc je ne dis pas que c'était une action collective musulmane, etc., mais ça fait partie des trajectoires des gens. Ça fait partie de leur identité. Le gouvernement a déjà investi la question de la mémoire de la marche pour l'égalité contre le racisme, parce qu'il y trouve un intérêt qui peut être électoral, qui peut être politique, mais le gouvernement n'est pas sur la même longueur d'onde. Tous les membres du gouvernement ne sont pas sur la même longueur d'onde à ce sujet. Le membre du gouvernement qui est le plus actif sur la question, c'est François Lamy, ministre de la Ville, puisque donc au début de l'année 2013 a été lancé un appel à projet autour des 30 ans de la marche. Donc il y a plusieurs centaines de milliers d'euros, pourquoi pas même, je pense même des millions d'euros qui ont été investis pour associatifs, etc., qui ont été distribués sur toute la France. Et ce qui me semble important à dire, c'est que les socialistes, le Parti socialiste, jusqu'à une date assez récente, avaient participé au mythe de SOS Racisme, héritier de la marche. C'était le discours dominant jusqu'au même 2008-2009. Par exemple, Fadela Amara, dans son livre, a dit qu'elle était marcheuse, alors que la marche n'est pas passée à Clermont-Ferrand, contrairement à ce qu'elle disait, donc elle n'était pas marcheuse. Mais la légitimation des SOS Racisme a beaucoup consisté à dire que SOS Racisme était héritière de la marche. Donc ce discours-là, on ne va plus l'entendre, parce que les faits historiques sont difficilement contestables. Par contre, il me semble qu'il y a une reproduction du mythe dont j'ai parlé tout à l'heure, de l'opposition entre les bombeurs laïcs et les mauvais musulmans, entre guillemets. Qui était présente aux 20 ans, mais qui est encore présente aujourd'hui, d'après ce que j'ai pu observer, puisqu'on a transformé la marche pour l'égalité contre le racisme comme en marche pour l'intégration. Voilà, c'est le temps où les jeunes issus d'immigration demandaient l'égalité, demandaient l'assimilation, etc., par opposition aux années 90, 2000, où là, ce serait plutôt des jeunes communautaristes, etc. Donc, à mon avis, cette opposition se reproduit. Ensuite, il y a une autre spécificité, il me semble, par rapport au gouvernement, c'est de faire de la mémoire des luttes de l'immigration, la mémoire des mobilisations dans les quartiers populaires, comme un dispositif d'action publique. C'est-à-dire que c'est inscrit dans la politique de la ville. Puisque un des griefs qui est porté par des associations de quartier, c'est de dire, voilà, vous oubliez notre histoire, vous oubliez les mobilisations qu'on a menées, etc. Et donc pour essayer de prendre en compte cette revendication, la mémoire maintenant fait partie intégrante de la politique de la ville. Donc avec l'instauration d'une commission qui est dirigée par Pascal Blanchard, etc., qui n'a rien écrit, qui n'a jamais travaillé sur cette histoire, mais qui est un entrepreneur de mémoire. Donc c'est un business assez lucratif, donc qu'il a investi depuis plusieurs années, et qui, de fait, devient un peu le référent pour le gouvernement sur ces questions de mémoire de l'immigration. D'où la prochaine organisation de conférences au Sénat, des numéros de revues, notamment d'un Nouvel Observateur, etc. Donc il y a du côté socialiste donc cette réappropriation de l'événement qui se fait sans les acteurs, sans les marcheurs, et surtout sans
les universitaires qui ont travaillé sur la question, quoi.